Bonjour à tous, ravi de vous retrouver pour ce retour sur l'actualité depuis ce début de crise sanitaire du coronavirus. Nous sommes aujourd'hui au 14e jour de confinement et nous vous proposons un retour en images sur les principales informations depuis le début de ce confinement. Les Français bientôt barricadés, voilà ce qui se profile pour les heures à venir. Après la fermeture des écoles, puis des restaurants, les Français vont désormais être invités à rester chez eux. Invités et même contraints. Une mesure particulièrement radicale et coercitive qui reste toutefois la seule efficace pour lutter contre la propagation du virus. Après avoir consulté, écouté les experts, le terrain, et en conscience, j'ai décidé de renforcer encore les mesures pour réduire nos déplacements et nos contacts au strict nécessaire. Les regroupements extérieurs, les réunions familiales ou amicales ne seront plus permises. Se promener, retrouver ses amis dans le parc, dans la rue, ne sera plus possible. Toute infraction à ces règles sera sanctionnée. Je vous le dis avec beaucoup de solennité ce soir. Écoutons les soignants qui nous disent « si vous voulez nous aider, il faut rester chez vous et limiter les contacts ». Dans ce contexte, j'ai décidé que le second tour des élections municipales serait reporté. Cas à part en Europe, la Grande-Bretagne de Boris Johnson, en effet, le Brexiteur a choisi d'adopter une stratégie pour le moins originale, néanmoins très discutable. En effet, le Premier ministre britannique considère que la propagation étant inévitable, il ne faut pas de contrôle, mis à part pour les plus faibles. Pour lui, une propagation rapide serait synonyme d'une forme d'immunité collective, très loin d'être prouvée scientifiquement. Boris Johnson a d'ailleurs expliqué aux Anglais qu'il fallait se préparer au pire. I must level with you, level with the British public. More families, many more families are going to lose loved ones before their time. Seul mérite de la manœuvre, la sauvegarde de l'économie. Reste à espérer que les pays de l'Union européenne auront moins de scrupules à fermer leurs portes avec un pays qui vient de les quitter. Nous sommes en guerre. Nous sommes en guerre. Le président l'a répété pas moins de 6 fois dans son allocution. Des mots forts pour montrer une détermination à combattre le coronavirus alors même que beaucoup estiment que les mesures en France sont prises trop tard, sans prendre en compte la situation italienne qui pourtant a de nombreuses similitudes avec une dizaine de jours d'avance. Une fois n'est pas coutume, il aura fallu attendre la prise de parole de Christophe Castaner pour clarifier les choses et comprendre donc que les Français pouvaient toujours se rendre au travail s'ils n'avaient pas de solution à distance. Toutefois, pour insister sur la discipline que chacun devait s'appliquer, le locataire de la place Beauvau a insisté sur les dispositifs de contrôle. Un dispositif de contrôle sera mis en place par les forces de l'ordre. Il reposera sur des contrôles et des points de contrôle fixes, mais aussi des points de contrôle mobiles, à la fois sur les axes principaux, mais aussi sur les axes secondaires, partout sur le territoire national. Il mobilisera plus de 100 000 policiers et gendarmes. Dès ce soir, je donne ordre aux forces de sécurité intérieure de se déployer sur le terrain et de préparer la mise en place des contrôles. Important pour sortir durant ces 15 jours, il faudra se munir d'une attestation dérogatoire disponible sur le site du ministère de l'Intérieur. Une déclaration sur l'honneur pour accompagner les sorties pour se déplacer entre le domicile et son lieu de travail si le télétravail est impossible, pour des motifs de santé, des motifs familiaux tels que l'assistance aux plus faibles ou les gardes d'enfants, les déplacements brefs liés à une activité physique individuelle, ainsi bien sûr que pour effectuer les achats de première nécessité. Les magasins n'ont d'ailleurs pas tardé à être pris d'assaut. Déjà, la journée de lundi, en prévision d'un confinement, avait laissé place à des foules amassées à l'entrée des supermarchés, des scènes peu compatibles avec la limitation de la propagation du virus. Discours trop long, trop flou, finalement... Il en ressort que les gens n'ont pas compris si on était confiné ou pas. Il n'a pas utilisé le mot confinement. C'était pourtant simple d'utiliser, de dire voilà, on va mettre en place des mesures de confinement. Voilà quelles sont ces mesures, plutôt que de dire voilà, je vous dis ça et puis le ministre de l'Intérieur va vous expliquer d'ici quelques heures comment ça se passe. Donc ça a rajouté un peu d'incertitude à tout ça. Il parle de guerre.
c'est quand même assez incroyable de se dire qu'on est en guerre, alors qu'en fait, non, il est question d'imprimer des documents officiels attestant sur l'honneur qu'on sort bien sur le trottoir pour faire déféquer son chien. Donc c'est pas vraiment une guerre, c'est surtout un appel à la responsabilité nationale. Et comme d'habitude dans ce triste spectacle, les éditorialistes autorisés sur les plateaux ont parlé de père de la nation, de formidable allocution, de stature présidentielle, etc. Tout ça c'est du théâtre. Hein. Ce qu'on lui demande, c'est de prendre des bonnes décisions. Visiblement, ça a mis du temps, hein, puisque la semaine dernière, rappelez-vous, avec Brigitte, ils appelaient à aller au théâtre, à sortir, à ne pas avoir peur du virus. Ça fait plusieurs semaines que nous sommes nombreux à appeler à la fermeture des frontières, parce que c'est du bon sens, hein, puisqu'il faut éviter que les gens infectés passent d'un pays à l'autre. C'est pas une question de repli nationaliste ou quoi que ce soit, hein, comme les gens ont peur de ça. Non, rappelez-vous, comme tous ces gens-là, eh bien, on se moquait d'eux sur les plateaux en disant mais enfin, le virus ne s'en fout des frontières. Non, le virus ne s'en fout pas, puisqu'il s'agit, le virus, il est trimballé par les gens qui passent les frontières, ils amènent le virus, ils sont infectés. Donc c'est du bon sens. Encore une fois, il a fallu des mois pour que ces idéologues schengeniens se rendent compte de l'erreur de ce monde ouvert en temps de crise notamment, parce que voilà, ça sert à quoi de laisser les frontières ouvertes, si ce n'est s'assurer une propagation du virus plus rapide. Donc tant mieux, une mesure qui est prise enfin, il va falloir fermer l'espace aérien aussi, parce que aujourd'hui c'est le continent européen qui est le centre de la pandémie mondiale, et croyez-moi, on est loin de faire ce qu'a fait le gouvernement chinois pour éradiquer la propagation du virus. Donc si on continue dans ces demi-mesures, dans cette chacun à son tour, ça veut dire que le virus, il est là pour plusieurs mois, peut-être plusieurs années sur le continent européen. Il va falloir, bien sûr, faire un front commun aujourd'hui. Une fois la crise passée, par contre, ce sera l'heure des comptes. On manque de moyens de protection, on manque de masques, on manque de tests, on manque de solutés hydroalcooliques et on a construit notre stratégie par rapport à cette pathologie sur ce manque-là. Ça sera ce qui va rester. Ensuite, on fera les comptes après la crise, mais ce qui va rester, c'est cette gestion-là. Comment se fait-il qu'un pays qui est la 5e puissance mondiale, qui est un pays hyper administré, socialisé, riche, n'ait pas été capable de prévoir, n'ait pas les moyens pour protéger ses soignants, n'ait pas les moyens pour protéger sa population et n'ait pas les moyens de tester tous les patients. Et pour Jérôme Marty, ces failles ont des conséquences directes sur la gestion de la maladie. On manquait d'éléments biologiques, de tests, de nombre de tests pour pouvoir faire ça, pour pouvoir faire étudier comment était la maladie, comment elle diffusait. On n'a eu aucune projection sur la diffusion populationnelle de ce virus en dehors des clusters, en dehors des foyers. Or, c'est ce qu'il fallait faire. Il fallait pour connaître un ennemi, il faut le voir. Et on n'a pas eu cette préhension des choses, si vous voulez. On avait besoin, nous médecins, nous soignants, de savoir comment le virus circulait, s'il circulait vraiment à bas bruit, comme on le pense, avec 50% de cas qui sont asymptomatiques et peu symptomatiques. Et certainement, si on avait dit à la population il y a déjà plusieurs semaines, attention, en fait, le virus circule dans vos régions, ils auraient beaucoup plus écouté et on aurait perdu moins de temps. Par ailleurs, certains Français étaient inquiets vis-à-vis des denrées alimentaires. Beaucoup ont d'ailleurs fait d'interminables queues devant les supermarchés, parfois dans des conditions discutables pour éviter la contagion. Dans certaines zones, l'heure était carrément au débordement. C'était le cas devant une boucherie halal du Val-de-Marne, mais aussi à Viry-Châtillon, en Essonne. Non, n'importe quoi. Pour de la viande. C'est des malades. Il a fermé les portes, les boucheries. Dans un entretien accordé au Monde, tout bonnement hallucinant, l'ancien ministre de la Santé redouble d'indignité. S'interrogeant sur son avenir, ce dont on doute, elle lance un « que vais-je faire de ma vie » entre deux sanglots. Agnès Buzyn explique désormais ses larmes comme le témoignage d'une inquiétude grandissante face au tsunami qui arrivait, le coronavirus. Une déclaration à faire tomber les bras, en effet, alors qu'elle prétend désormais avoir prévu la crise sanitaire, elle semble oublier les propos qu'elle tenait fin janvier. En termes de risque pour la France, des analyses de risque d'importation sont modélisées régulièrement par les équipes de recherche. Le risque d'importation de cas depuis Wuhan est modéré. Il est maintenant pratiquement nul puisque la ville, vous le savez, est isolée. Les risques de cas secondaires autour d'un cas importé sont très faibles et les risques de propagation du virus dans la population sont très faibles. Risque faible, risque nul, pas de quoi pleurer alors. Mais si, Agnès Buzyn déclare désormais que la France s'apprêtait à affronter une crise.
Une crise d'autant plus difficile à vaincre après la politique menée par Agnès Buzyn dans les hôpitaux, déjà au bord de l'explosion avant le coronavirus. Une crise alors que les stocks stratégiques de masques de protection avaient été vidés comme par magie. Une crise alors que le peu de matériel médical qui restait en réserve était expédié à la Chine. Mais malgré ça, Agnès Buzyn explique dans l'entretien que ce virus l'obsédait ensuite au quotidien, au point de l'empêcher de mener sereinement sa campagne de premier tour qui aura abouti à 17%. De quoi lui faire renoncer au deuxième tour repoussé vraisemblablement à la fin juin. Agnès Buzyn explique que la dernière semaine était un véritable cauchemar, que les derniers meetings lui provoquaient une peur irréfrénable. Elle résume d'ailleurs bien l'action de l'exécutif qui a voulu maintenir le premier tour coûte que coûte, espérant sans doute de meilleurs résultats à la clé. Pour elle, il aurait fallu tout arrêter, car c'était une mascarade. Et en attendant de voir Agnès Buzyn se rendre utile, partons à la découverte d'une molécule jugée prometteuse contre le coronavirus, la chloroquine. La solution contre le coronavirus est-elle déjà entre les mains des chercheurs ? C'est en tout cas ce que semblait affirmer il y a quelques semaines le professeur Didier Raoult, directeur de l'Institut Méditerranée Infection de Marseille. Il expliquait effectivement que le coronavirus pouvait être soigné grâce à une molécule, la chloroquine, utilisée également pour lutter contre le paludisme. Très bien, donc un scoop de dernière minute, une nouvelle très importante. Les Chinois, qui sont ceux qui vont le plus vite, qui sont les plus pragmatiques, plutôt que de chercher un vaccin ou une nouvelle molécule qui soigne le coronavirus, on fait ce qu'on appelle du repositioning, c'est-à-dire tester les molécules qui sont anciennes, qui sont connues, qui sont sans problème de toxicité, pour les tester contre leur nouveau virus. Ils l'ont testé contre leur nouveau virus, ils ont trouvé, comme ça avait été trouvé sur le SARS et oublié, que sur leur nouveau virus, leur nouveau corona, la chloroquine est active in vitro sur les coronavirus, et ça vient de sortir. Donc c'est efficace sur les coronavirus, avec 500 mg de chloroquine par jour, pendant 10 jours. Il y a une amélioration spectaculaire et c'est recommandé pour tous les cas cliniquement positifs d'infection à coronavirus chinois. Donc c'est une excellente nouvelle, c'est probablement l'infection respiratoire la plus facile à traiter de tout, la moins. S'il faut avouer que le ton du médecin laissait un peu dubitatif, la proposition mérite d'être étudiée à plus large échelle. À plus forte raison que les essais ont commencé depuis un certain temps en Chine et dans d'autres pays. Des essais qui ont peut-être tardé en France en raison des positions plutôt mitigées du professeur Raoult sur l'obligation portée à 11 vaccins par Agnès Buzyn. Pour autant, le laboratoire Sanofi a fait savoir qu'il offrait du Plaquenil, un dérivé de la chloroquine, pour traiter 300 000 malades. Les essais vont donc être étendus à toute la France. Le député Les Républicains des Bouches-du-Rhône, Valérie Boyer, testé positif au coronavirus, aurait d'ailleurs été intégré à ces essais cliniques. Des essais impératifs puisque jusqu'ici, seuls des tests in vivo semblent positifs. Des confrères de Didier Raoult expliquent en effet que l'on connaît cette efficacité sur une large palette de virus depuis la fin des années 60. Pour autant, les tests cliniques n'ont jamais été suffisamment concluants. C'est le cas pour Ebola, où la chloroquine était active ex vivo, mais pas in vivo. Les chercheurs chinois ont toutefois estimé après 16 essais que la molécule pouvait, dans le cadre d'un traitement contre le Covid-19, permettre d'améliorer l'imagerie des poumons, de raccourcir la durée de la maladie, ainsi que sa contagion. Pour autant, il semble également que la molécule peut avoir des effets secondaires. Selon un néphrologue de la Pitié-Salpêtrière, Gilbert Deray, ce médicament pourrait notamment occasionner des atteintes à la rétine pouvant aller jusqu'à la perte de la vision. Par ailleurs, la différence entre les doses thérapeutiques et toxiques semble mince. Une intoxication par surdose pourrait alors engendrer des complications cardiovasculaires, un des facteurs de comorbidité des décès liés au coronavirus. Toutefois, rares sont les médicaments sans aucun effet secondaire ou contre-indication. Ainsi, les études sur l'impact de la chloroquine dans le traitement contre le coronavirus devront se poursuivre afin de déterminer avec exactitude son efficacité au-delà de toute idéologie. Le virus, ça ne m'inquiète pas. J'ai pas peur de sortir, de faire des trucs que je fais habituellement. Je commence à continuer à sortir, à faire des achats, à faire du sport. Et si les restrictions ne sont pas toujours respectées, 4100 contraventions auraient été délivrées dans la journée de mercredi pour un montant minimum de 135 €. Le préfet de Paris, Didier Lallement, s'est fait un plaisir de rappeler les règles. C'est très simple. Il faut que chacun de nos concitoyens remplisse ce petit formulaire. Ce petit formulaire, vous pouvez le trouver sur les sites du service public, et notamment sur les sites
de la préfecture de police. Ils sont à la disposition de tout un chacun. Vous devez les avoir avec vous, remplir la croix en cochant un formulaire, celle qui vous concerne, et en apportant les justificatifs. Reste toutefois le problème de la protection des 100 000 forces de l'ordre déployées pour établir ces contrôles. Et si quelques fonctionnaires avaient réussi à se procurer des masques, une consigne leur a été intimée, comme le révèle une vidéo publiée par le syndicat Vigipolice. Sur instruction, nous demandons que vous retiriez les masques de protection. Appel général de TNZ1, je réitère. Sur instruction, nous demandons à tous les effectifs employés sur le terrain de retirer les masques de protection. Appel général de TNZ1 terminé, il est 9h54. Pas de masque pour les contrôles, donc une consigne étonnante si l'on se fie au principe de précaution. Toutefois, dans la mesure où l'on sait que les stocks stratégiques de l'État se sont évanouis dans la nature depuis 2015, on comprend bien le principe. Pour Alexandre Langlois, le secrétaire général du syndicat Vigipolice, il y a une défaillance de l'État. À naviguer à vue, il n'a pas prévu de nous équiper de masques. Donc les consignes sont en adéquation avec les moyens que nous avons, c'est-à-dire de ne pas porter de masque lors des contrôles, mais même lors de l'accueil des personnes au commissariat, lors des gestions des personnels, des migrants, enfin, dans toutes les missions de police, il n'y a quasiment pas de masque. Le mot d'ordre, c'est de ne pas faire paniquer les gens, respecter les consignes, de se mettre à 1 mètre, de ne pas se laver les mains. Mais à ce moment, il y a une curiosité quand même. Madame Belloubet a promis 100 000 masques à distribuer en prison il y a une journée. Donc à ce moment-là, dans l'ordre de priorité, il me semble nécessaire que les policiers soient équipés avant les prisons. Il aurait été idéal que tout le monde ait des masques, mais dans le cas présent, ce n'est pas possible. Donc les prioritaires du gouvernement sont assez amusants. Et après, on nous dit aussi pour les mesures de sécurité, c'est souvent pour les personnes déjà contaminées qu'il faut mettre des masques. Quand M. Macron se déplace dans des hôpitaux pour faire des photos de communication, il a bien un masque, alors que lui-même n'est pas infecté. Donc ça pose des questions. Soit il est infecté, soit il se moque complètement de nous. On voit déjà dans certains endroits, comme ce qui a été évoqué, la Barbès, ou dans certains supermarchés, déjà des affrontements pour de la nourriture ou de la viande ou des papiers toilettes. Donc qu'est-ce que ça va être si le confinement perdure? Et s'il n'y a plus de policiers pour maintenir l'ordre, ce sera l'anarchie, le pillage. Et à ce moment-là, le gouvernement sera devant ses responsabilités, à moins que ce soit un choix stratégique et politique de faire intervenir l'armée sur le territoire et de ne plus avoir une force civile pour maintenir l'ordre. Ça, c'est une autre question où l'avenir pourra y répondre. Face à la crise du coronavirus, l'exécutif a décidé de prendre une batterie de mesures. Rassemblées dans un projet de loi d'urgence, les dispositions sont très diverses et concernent à la fois l'aspect sanitaire et les décisions économiques. L'état d'urgence sanitaire pourra permettre une restriction des libertés comme l'implique de facto le confinement. Le texte a débuté son parcours par la Chambre haute pour continuer ensuite à l'Assemblée nationale vendredi. Bruno Retailleau, le président du groupe des Républicains au Sénat, plaide pour une forme d'union nationale en temps de crise. Dans un état d'urgence sanitaire, économique et sociale, il faut aussi donner au gouvernement les moyens de réaction rapide, d'autant plus que le Parlement ne pourra pas se réunir aussi facilement qu'il le fait d'habitude, compte tenu notamment de ce que l'Assemblée est aussi un des foyers, une sorte de cluster. En revanche, au Sénat, nous mettrons un certain nombre de garde-fous pour faire en sorte que le Parlement, Assemblée plus Sénat, sous une forme appropriée, nouvelle sans doute, puisse contrôler, continuer à veiller à ce que le gouvernement reste dans le champ des habilitations qu'on aurait votées pour ces textes. 15 millions de chômeurs d'ici quelques jours. Le coronavirus n'est pas seulement dangereux pour la santé, l'emploi va aussi en prendre un coup. On ne compte plus les entreprises contraintes de recourir à l'activité partielle pour leurs salariés, également appelé chômage technique ou partiel. L'État prendra en charge l'indemnisation des salariés contraints à rester chez eux, a annoncé Emmanuel Macron et son ministre de l'économie Bruno Le Maire de poursuivre qu'ils ne perdraient pas un centime, mais la réalité n'est pas aussi simple. Ils ne toucheront au mieux que 84% de leur salaire net, soit 320 € en moins pour ceux qui gagnent 2000 €. Seuls les employés au SMIC auront 100%. Ces règles s'appliquent pour les Français en CDI ou CDD. Pour les personnes employées à domicile, comme les assistantes maternelles ou les femmes de ménage, le ministre de l'économie a annoncé la mise en place d'un système similaire au chômage partiel. Elles toucheront 80% de leur salaire. Leur employeur se fera ensuite rembourser par le chèque emploi-service universel, un système de l'URSSAF, de quoi laisser dubitatif sur les manœuvres administratives. Pour les auto-entrepreneurs et indépendants, aucune solution n'est mise en œuvre, mais Bruno Le Maire assure que son ministère planche sur un plan d'urgence.
À l'inverse, côté entreprise, l'employeur doit adresser une demande préalable d'autorisation d'activité partielle à la direction régionale des entreprises. Les sommes versées au titre du chômage partiel seront ensuite intégralement remboursées par l'État. En conséquence, le ministre de l'économie a reconnu que la dette publique du pays devrait dépasser les 100%, ce qui est déjà le cas, et la croissance passerait en négatif à moins 2,5%, ce qui devrait faire augmenter le chômage qui, lui, ne sera pas partiel. Un collectif de médecins vient de saisir la Cour de justice de la République contre Agnès Buzyn et Édouard Philippe. On fait le point tout de suite. Agnès Buzyn et Édouard Philippe dans le viseur. Le collectif C19, porté par 3 médecins, demande des comptes aux responsables politiques. Quelques jours après les déclarations hallucinantes d'Agnès Buzyn dans Le Monde, le collectif a saisi la Cour de justice de la République contre le Premier ministre et son ancien ministre de la Santé. Fabrice Divizio, avocat spécialiste des questions de santé publique et le représentant du collectif C19, il revient sur le fondement de cette initiative sur TV Liberté. Ces 3 médecins qui sont les porte-parole d'un collectif un peu informel qui s'est créé trouvent que la gestion de la crise, c'est plus possible parce que eux, depuis le 30 janvier à peu près, fin janvier, mi-janvier, voient des cas cliniques défiler bizarres, atypiques, et pour certains ont alerté les autorités. On leur a dit mais non, vous inquiétez pas, il n'y a rien. Et puis là, il y a 3 jours, dans les colonnes du Monde, on s'aperçoit que finalement, leurs intuitions cliniques premières étaient bonnes. Et Madame Buzyn assume parfaitement le fait d'avoir menti. Elle dit « J'ai averti le Premier ministre, le Président était au courant et je suis parti la boule au ventre devant le tsunami qui allait s'abattre sur nous. » Buzyn, le 24 janvier, vient vous expliquer que le virus, pour faire simple, un peu comme Tchernobyl, s'arrêtera à la frontière. Elle ne le dit pas comme ça, mais elle minimise singulièrement les risques de transmission, les qualifiant presque de quasi nuls, ou en tout cas donnant des chiffres extrêmement rassurants. Pour ce faire, elle va s'appuyer sur notamment des notes de l'INSERM, qui va venir vous expliquer que s'il y a un risque de flambée en Allemagne, tel n'est pas le cas en France, puisqu'on sait bien que si nous sommes européens, le virus, lui, ne l'est pas. Donc, la France a un risque extrêmement faible de voir par des projections mathématiques ce virus circuler, là où l'Allemagne a des chances extrêmement importantes. Alors l'INSERM, moi, je me demande, c'est une question, j'ai pas la réponse. Au moment de la crise, il n'était certes plus présidé par la marine Agnès Buzyn, mais il est certain qu'il a été président de l'INSERM. L'INSERM, comme le ministère de la Santé, ont un rôle prépondérant d'évaluation des risques sanitaires et de préparation. Un point important, c'est que Wuhan, cette fameuse région chinoise, c'est pas rien, hein. On a un laboratoire sur place. Sauf que ce laboratoire, il a des appointances très importantes avec la France, puisque des chercheurs français sont dépêchés en Chine et des chercheurs chinois sont dépêchés à Lyon. Et donc il est impossible, si vous voulez, sauf à être le roi des imbéciles et incompétents, qu'il n'y ait pas eu de lien entre le ministère de la Santé français, l'INSERM, d'un côté, et de l'autre, effectivement, ce laboratoire chinois. On savait ce qui était en train de se passer, les modélisations existaient, on les connaissait, et du reste, l'OMS ne s'y est pas trompé. Lorsque le 30 janvier, l'OMS nous dit c'est en train de flamber, je déclare une urgence sanitaire internationale, parce que ça fait même pas un mois que le virus circule, et on est déjà à 10 000 cas à travers le monde, et il circule. Et il préconise des actions. Madame Buzyn n'a rien fait. Elle a cette note de l'INSERM, elle s'appuie sur elle, elle a effectivement le rapport de l'OMS, qu'elle choisit manifestement d'écarter, et en tout cas de ne pas respecter ses recommandations. Et elle dit, j'ai averti le Premier ministre que ça allait flamber, et elle l'a averti sur quel fondement ? Elle l'a averti sur le fondement des recommandations internationales que je viens de vous donner. Donc elle-même ne croyait pas à ces modélisations statistiques en fait de l'INSERM. On a besoin, si vous voulez, la justice a besoin de passer, et à côté de ça, le sang contaminé fera figure de balade de santé. On est sur le plus gros scandale sanitaire que l'Europe, et peut-être même que le monde ait connu, et en tout cas ici, que la France ait connu. C'est un scandale sans précédent qui aurait dû être évité. Il faut savoir qui savait quoi. On doit savoir pourquoi est-ce qu'on a mis une population entière en danger et on n'a pas anticipé en fait. Tout le monde est sous le coup d'une amende, même les SDF. Selon le SAMU social du Rhône, plusieurs sans domicile fixe auraient été verbalisés par les forces de police pour non-respect des nouvelles règles de confinement. L'organisme dit avoir écrit à la préfecture pour signaler les faits. Le préfet du Rhône a indiqué que si ceux-ci étaient avérés, ils étaient contraires aux instructions qu'il a données aux forces de l'ordre. Pascal Mayos,
a demandé au directeur départemental de la sécurité publique du Rhône de diligenter une enquête interne pour faire toute la lumière sur cette affaire. L'essentiel des inquiétudes est porté à la saturation des hôpitaux. Dans l'est de la France, comme en Corse, des transferts ont déjà été organisés avec le concours de l'armée pour répartir les charges. Il semble à cet égard que les établissements privés ne soient d'ailleurs pas assez mis à contribution, malgré leur disponibilité et leur volontariat. Les personnels soignants, largement mis à contribution, le tout avec des moyens de protection en dessous du nécessaire, s'inquiètent du tri thérapeutique auquel ils devront céder dans les prochains jours. Un tri thérapeutique qui, rappelons-le, a toutefois lieu depuis longtemps dans les hôpitaux français sur les patients âgés notamment, le tout pour des questions budgétaires. Les amendes ont toutefois été revues à la hausse. En effet, si l'on devra s'acquitter de 135 € d'amende en cas de violation des règles, une récidive dans les 15 jours portera le montant à 1 500 €. 4 violations dans les 30 jours et vous serez officiellement un délinquant exposé à 3 700 € d'amende et 6 mois de prison. Dans les prisons, justement, la situation s'envenime de jour en jour. En effet, l'annonce de la suspension des parloirs a été particulièrement mal accueillie par un grand nombre de détenus, notamment à Fleury-Mérogis en région parisienne ou à Uzerche en Corrèze. Les parloirs, au-delà du lien social, sont aussi le moment clé pour le cantinage où les détenus récupèrent plus ou moins sous le manteau des denrées en tout genre, y compris du genre illégal. Dans un autre registre, en fin de semaine, des syndicats de médecins ont saisi le Conseil d'État, la plus haute juridiction française, pour réclamer un confinement total de la population, la fermeture des commerces alimentaires et une distribution des denrées organisée par l'État, un État déjà incapable de maintenir des stocks stratégiques de masques. Le Conseil d'État a considéré que le confinement total pourrait conduire au suicide et qu'il n'était pas prouvé qu'une telle mesure aurait un bénéfice sanitaire, ce qui a fait bondir les professionnels de la médecine. En revanche, il a également été demandé au gouvernement de clarifier ces mesures, notamment sur les sorties liées à l'activité physique et la sortie des animaux domestiques. De même, il faudra sans doute préciser le caractère urgent pour justifier une sortie pour un rendez-vous lié à la santé. La fameuse attestation dérogatoire va donc changer avant mardi soir. Notons que le gouvernement ne semble pas non plus favorable à un confinement total qu'il a de fortes chances de ne pas pouvoir gérer dans certaines zones. Et si tout le monde semble vouloir être d'accord pour dire que le confinement est à la fois anxiogène et contraignant, il ne fait pas non plus l'unanimité sur son efficacité. Anticonformiste, original, illuminé, Didier Raoult défraie désormais les chroniques. En cause, son look improbable et son franc-parler rarement associé à la mesure. Directeur de l'Institut Méditerranée Infection, Didier Raoult est également partie prenante dans le comité scientifique mis en place par l'exécutif dans cette crise contre le coronavirus. Et quand le professeur Raoult n'est pas d'accord avec les décisions, il n'y va pas par 4 chemins. La semaine dernière, peu après avoir avancé son traitement basé sur la chloroquine, il remettait en cause la stratégie du confinement. Harvey Weinstein, contrôlé positif au coronavirus. Dimanche, des médias américains ont rapporté que le producteur déchu d'Hollywood, condamné à 23 ans de prison pour agression sexuelle et viol, est porteur du nouveau coronavirus. Harvey Weinstein, 68 ans, serait bien l'un des 2 détenus de la prison de Vend, dans le nord de l'État de New York, ayant été testé positif. Avant sa condamnation, il avait été soigné dans un hôpital de Manhattan pour des douleurs à la poitrine. Selon la presse locale, des gardiens de la prison de Rikers Island, où il a fait un bref séjour, ont également été testés positifs au coronavirus la semaine dernière. Après plusieurs semaines passées à suivre la stratégie très discutable de l'immunité de groupe, Boris Johnson a en effet décidé de suivre la tendance générale. Because the critical thing we must do to stop the disease spreading between households. That is why people will only be allowed to leave their home for the following very limited purposes. Shopping for basic necessities as infrequently as possible. One form of exercise a day, for example, a run, walk or cycle, alone or with members of your household. Any medical need to provide care or to help a vulnerable person. And travelling to and from work, but only where this is absolutely necessary and cannot be done from home. That's all. These are the only reasons you should leave your home. You should not be meeting. Au rang des drames, une résidence de personnes âgées dans les Vosges a connu une véritable hécatombe avec le décès de 20 personnes. Ces dernières n'avaient pas été dépistées et n'entreront sans doute pas dans les statistiques de mortalité du virus. Cette information tragique ne fait que révéler les carences de protection pour les personnels de santé et plus encore dans ce type de structure que dans les hôpitaux.
Des personnels de cet EHPAD hébergeant 163 résidents ont toutefois été diagnostiqués positifs et placés en quarantaine pour au moins 14 jours. Après des polémiques sur le respect du confinement mis en place dans notre pays, le Premier ministre Édouard Philippe a pris la parole lundi soir pour préciser certains points, un but qui n'a d'ailleurs pas été atteint. En tout cas, le confinement n'a pas été officiellement prolongé, soit pour ménager les esprits, soit tout simplement parce que l'exécutif ne sait pas quoi faire, une tendance régulière depuis le début de cette crise. Le confinement n'a pas non plus été durci en tant que tel, mais les maires sont laissés libres de le faire via des couvre-feux. Toujours est-il que vous pouvez encore faire de l'exercice physique, cela sera à la condition de vous transformer en hamster dans sa roue en restant dans un rayon d'1 kilomètre de votre domicile et en ne sortant pas plus d'1 heure, le tout en restant tout seul. Les sorties pour faire prendre l'air aux enfants sont également limitées à ces critères, néanmoins, la précision du Premier ministre d'y aller seul ne brille pas par sa clarté, sauf à considérer que les enfants ne sont pas des humains dans l'esprit de l'exécutif. Seul changement, la fermeture des marchés de plein air, jusque-là épargnés par le confinement. Il semble en effet que les commerçants ambulants aient à payer le prix des images du marché de Barbès dans le 18e arrondissement, prises au début du confinement. Pour apporter sa pierre à l'édifice, le ministre de l'Agriculture Didier Guillaume s'est fendu d'une déclaration hallucinante, exhortant les Français au chômage technique à se rendre utiles en allant aider les agriculteurs sur leurs exploitations. À croire qu'entre l'ultralibéralisme et le communisme soviétique, le gouvernement n'a pas encore fait ses choix. Et revenons en France à présent pour parler d'économie. Le gouvernement prévoit 45 milliards d'euros supplémentaires pour aider les entreprises. Est-ce suffisant? Pas si sûr. Les explications avec Pierre Bergerot. Plan de solidarité, fonds de garantie bancaire, report de charges et impôts, le Parlement a adopté vendredi par un ultime vote du Sénat le projet de loi de finances rectificative. Et en un laps de temps record, puisqu'il avait été présenté mercredi en Conseil des ministres, fait exceptionnel, il a été voté à l'unanimité. Le texte anticipe une récession très optimiste de 1% et un déficit public de 3,9% du PIB pour 2020 au lieu des 2,2 prévus à l'origine. Car en effet, pas moins de 45 milliards d'euros ont été débloqués par le gouvernement pour venir en aide aux entreprises. Le garde des Sceaux libère les prisons. Lundi, Nicole Belloubet a annoncé aux organisations syndicales du ministère de la Justice qu'elle visait la libération de 5000 détenus afin de désengorger les prisons en cas de propagation du coronavirus. Ces ordonnances devraient s'appliquer pour les détenus en fin de peine. L'aménagement de peine ne sera toutefois pas systématique. En seraient notamment exclus les détenus incarcérés pour des faits de terrorisme, de violence conjugale ou visés par des procédures criminelles. Actuellement, plus de 70 000 individus se trouvent en prison pour un peu plus de 60 000 places opérationnelles. 6 semaines minimum de confinement. C'est la recommandation faite par le conseil scientifique qui entoure le gouvernement pendant la crise du coronavirus. Une recommandation qui pour l'heure n'est pas suivie. Pour autant, Olivier Véran, le ministre de la Santé, a considéré que cette durée n'était qu'une estimation, rien de sûr donc sur cette mesure. Le conseil scientifique a également évoqué un durcissement du confinement sans que le gouvernement n'ait donné suite à cette heure. À plus forte raison que les membres des forces de l'ordre sont de plus en plus nombreux à refuser de faire des contrôles tant qu'ils ne seront pas équipés de protection. Par ailleurs, certaines zones dites populaires semblent difficiles à faire entrer dans le rang, rien de bien différent de la situation habituelle. Pour autant, des possibilités de traçage GPS des Français sont d'ores et déjà envisagées. L'objectif affiché, suivre les malades infectés par le coronavirus et détecter les personnes contacts. Une mesure qui agite toutefois à raison les peurs d'un flicage de la population digne de Big Brother, dans la mesure où il pourrait être utilisé pour bien plus, notamment la vérification de tous les déplacements de chacun. De son côté, le professeur Didier Raoult, qui plaide pour un traitement basé sur le dépistage précoce et l'administration d'hydroxychloroquine et d'azithromycine, a annoncé se mettre en retrait de ce conseil scientifique. Il estime que ce dernier ne correspond pas à ce que devrait être un devoir de conseil stratégique. Il assure toutefois être quotidiennement en contact avec le ministre de la Santé. Cette mise à l'écart n'est pas une surprise. En effet, l'infectiologue marseillais semblait en opposition avec les autres membres du Conseil depuis longtemps et il avait été noté comme excusé lors des dernières réunions. Il faut avouer que contrairement à beaucoup, le professeur Raoult a des patients à accompagner dans son IHU marseillais.
La décision annoncée lundi soir de réserver son traitement en forme de test pour les patients dans un état grave, alors que le professeur Raoult le préconise pour les débuts de symptômes, a dû terminer de le convaincre de prendre ses distances. À plus forte raison qu'au-delà de l'efficacité du traitement qu'il suggère, que l'on ne maîtrise pas encore, l'infectiologue a essuyé une vague de dénigrement dans les médias. Dernier exemple en date, le journal de France 2 de mardi soir précisait que le professeur Raoult avait obtenu un baccalauréat littéraire en candidat libre, sans doute pour décrédibiliser son parcours pourtant reconnu. L'inénarrable Michel Simès, à peine une semaine après avoir dû présenter des excuses pour sa légèreté sur le Covid-19, s'est quant à lui fendu d'un commentaire formal à propos. Il expliquait en effet que les publications scientifiques ne se faisaient pas dans les médias mais dans des revues scientifiques. Un comble pour un prétendu médecin ORL qui n'a pas vu un patient depuis une décennie. De quoi alourdir une atmosphère qui aurait pourtant besoin de sérénité pour se concentrer sur les faits scientifiques avérés. Des faits que devrait observer le deuxième comité scientifique récemment créé autour d'Emmanuel Macron, le CARE, le comité Analyse, Recherche et Expertise. Dans tout cela, une certitude, la situation s'aggrave dans les hôpitaux et 1000 patients seraient dans un état sévère rien qu'en Île-de-France. Encore plus préoccupante, la situation dans les EHPAD. Avec des résidents particulièrement fragiles face à l'épidémie de coronavirus et des personnels soignants sous-équipés, les décès s'enchaînent de manière tragique. On annonçait mardi la mort de 20 personnes dans une maison de retraite des Vosges, 16 autres dans un établissement de Saint-Dizier dans le Grand Est, 15 à Tise dans le Doubs, où 60 résidents en tout seraient contaminés par le Covid-19. À Paris, une maison de retraite de la Fondation Rothschild a diagnostiqué 81 personnes malades et 20 soignants positifs. 16 personnes seraient déjà décédées. Une démonstration que le secteur privé des établissements pour personnes âgées ne sont pas mieux pourvus que les publics, chacun ayant leurs priorités économiques, tantôt les coupes budgétaires, tantôt la rétribution des actionnaires. L'inquiétude pour les personnes âgées est donc grandissante dans le pays. De plus en plus d'établissements tentent de mobiliser les citoyens et entreprises pour récupérer des masques et autres matériels de protection dont il manque. Pour autant, la question des dépistages est aussi cruciale car beaucoup de personnels de santé peuvent être porteurs de la maladie sans le savoir et ils continuent de travailler. Une situation inacceptable qui joue un rôle dans l'hécatombe que nous connaissons. Les familles de résidents sont quant à elles toujours invitées à reporter leur visite, de quoi assombrir encore un peu plus la vie des personnes âgées de ces structures. Et comme pour illustrer le désintérêt du gouvernement pour nos aînés, ces derniers qui décèdent du coronavirus hors milieu hospitalier sont tout simplement évacués des statistiques, faute d'avoir été diagnostiqués avec certitude. Un ultime scandale dans cette crise dont il faudra aussi se souvenir. Il y avait des solutions assez rapides à prendre dès le mois de janvier, quand on a commencé à voir ça. Et on les a pas prises parce que l'industrie, c'est intellectuel. Je dis, on a le sentiment qu'avec des applications, avec des télétravails, on fait de l'industrie. L'industrie, c'est du matériel. On est capable aujourd'hui de faire des masques en France si on s'en donne les moyens et si on demande aux industriels de changer les chaînes qui font d'autres matériels pour faire ça. De la même façon pour les respirateurs, il y a des possibilités importantes de fabrication de matériel différents, mais qui utilisent des techniques assez approchantes à celles des respirateurs, et il faut demander aux industriels de les faire si on en a besoin. C'est le goulot d'étranglement. C'est-à-dire, si jamais on a suffisamment de masques et suffisamment de respirateurs, on peut changer complètement la politique. Et c'est parce que nous n'avons pas suffisamment de respirateurs et pas suffisamment de lits avec des respirateurs que nous sommes contraints à cette politique de confinement qui est assez mortifère. Nous faisons une politique émotionnelle et non pas une politique stratégique. Et ça a conduit à ce que lorsque les masques fabriqués en France ont été estimés trop coûteux, on a dit mais on va les acheter en Chine. Et ça s'est fait il y a quelques années, puisque le rappel, c'est un rappel breton, c'est-à-dire qu'il y a une petite usine près de chez moi, dans les Côtes-d'Armor, qui en 2018 faisait encore des masques et qui a déménagé au Maghreb. C'est récent, 2018. On peut l'imputer à l'organisation administrative qui conduit à dire c'est le meilleur prix qui va compter. Et cette organisation administrative a commencé avec l'Europe disant on va prendre le meilleur prix au niveau de l'Europe, et puis le meilleur prix au niveau de l'Europe est devenu le meilleur prix au niveau mondial. C'est cette espèce d'idée que
ce qui est moins cher et meilleur, peu importe l'endroit où c'est, nous conduit à une absence de souveraineté sur des choses essentielles aujourd'hui, qui est en particulier la santé publique. Un policier est victime d'une violente agression mardi alors qu'il tentait de contrôler un groupe d'une dizaine d'individus pour faire respecter les mesures de confinement dans un quartier dit difficile de Beauvais dans l'Oise. Le fonctionnaire de police a reçu un pavé en pleine tête. Pris en charge par des pompiers, il y porté vers le CHU d'Amiens. L'agent se trouve dans un état grave mais stable et son pronostic vital n'est pas engagé. 2 autres policiers municipaux présents sur la même intervention ont également été frappés. 2 frères de 17 et 22 ans ont été interpellés. Première condamnation pour avoir enfreint le confinement. Mardi, un individu de 35 ans, verbalisé à 8 reprises pour ne pas avoir respecté les mesures de confinement, a été condamné à 4 mois de prison ferme et écroué dans la Loire. Il a été reconnu coupable de mise en danger de la vie d'autrui. Selon le parquet de Saint-Étienne, le contrevenant était sous le régime de la libération conditionnelle. Son casier judiciaire portait déjà la mention de 16 condamnations pour usage de stupéfiants, voyage sans titre de transport, vol, recel et outrage. Dans le même département, un habitant de Sachamont, âgé de 19 ans, jugé pour des faits similaires en comparution immédiate, a écopé de 4 mois de prison avec sursis probatoire pendant 2 ans. Il avait été verbalisé à 10 reprises par la police ces derniers jours. Enfin, à Albertville, en Savoie, le parquet a placé en détention provisoire un individu de 26 ans après 5 verbalisations dans l'attente de sa comparution devant le tribunal en fin de semaine. À ce rythme, les prisons vont vite se remplir alors que le ministre de la Justice, Nicole Belloubet, a décidé de les désengorger pour éviter la propagation du Covid-19 en milieu carcéral. La qualité de l'air, grande gagnante du confinement, selon un premier bilan d'Airparif, une association financée par l'État et de grands industriels. Les mesures de confinement pour lutter contre le coronavirus ont permis une nette amélioration de la qualité de l'air dans l'agglomération parisienne dès la première semaine. En comparaison au précédent mois de mars, Airparif a relevé une amélioration de la qualité de l'air de l'ordre de 20 à 30% dans l'agglomération parisienne, consécutive à une baisse des émissions de plus de 60% pour les oxydes d'azote. Cette baisse serait liée en grande partie à la diminution du trafic routier et aérien, selon l'association qui se garde bien d'évoquer le ralentissement de l'activité industrielle. Avec les mesures de confinement et le ralentissement de l'activité économique, il ferait donc désormais bon vivre à Paris. Dommage que les habitants ne puissent pas en profiter. Et pour commencer ce point d'actualité, revenons sur la chloroquine, cette molécule plébiscitée par le professeur Didier Raoult qui agite toutes les passions. Le gouvernement fait un pas de côté discret. Après avoir freiné des 4 fers pour tester la chloroquine, un nouveau décret a été publié ce jeudi pour autoriser la délivrance d'hydroxychloroquine sur ordonnance, hors autorisation de mise sur le marché, autrement dit pour les malades de Covid-19. Le gouvernement a également limité les exportations du médicament pour éviter des ruptures de stock, notamment pour les patients avec des maladies chroniques traitées par de la chloroquine. Quoi qu'il en soit, cette décision constitue un changement de cap radical en catimini. En effet, le ministre de la Santé, Olivier Véran, annonçait il y a quelques jours la limitation des essais thérapeutiques pour les malades souffrant de formes sévères du coronavirus, soit le strict opposé des préconisations du professeur Raoult, qui base son traitement sur un diagnostic précoce des patients et un suivi rigoureux. Pour l'heure, les résultats du protocole ne sont toujours pas réellement connus. Des études sont régulièrement publiées pour confirmer ou infirmer les propos du professeur Raoult, mais la plupart comportent des biais méthodologiques. Néanmoins, le protocole de l'infectiologue marseillais a suscité un intérêt et l'espoir dans le monde entier. Des espoirs, mais aussi des jalousies. En effet, le directeur de l'IHU Infection Méditerranée a dû déposer plainte après avoir reçu des menaces de mort par téléphone. La plainte a été transmise au parquet de Nantes. En effet, le numéro de téléphone à l'origine des appels pourrait correspondre, selon le Canard enchaîné, à un médecin du CHU de Nantes. Ambiance. Il faut considérer les EHPAD, les établissements qui ont des personnes âgées, comme des clusters en devenir. Donc il est évident qu'il faudrait au moindre symptôme dépister les personnels soignants et toutes les personnes âgées, de façon à ce qu'on puisse isoler beaucoup plus, sortir du jeu tout soignant atteint et isoler beaucoup plus tout patient atteint. Ce n'est pas ce qui est fait, on manque de tests encore. Alors on va, si on écoute le directeur général de la santé, on va quand même avoir la possibilité d'ici une dizaine de jours de faire beaucoup plus de tests. Maintenant, on a quand même été très échaudé par un discours qui est souvent pas suivi des faits.
C'est l'exemple type, c'est les masques. Mais au-delà de cette impréparation manifeste, une impression de désintérêt pour les personnes âgées se dégage chez les officiels. En effet, jusqu'ici, les décès dans les EHPAD n'étaient tout simplement pas pris en compte dans les statistiques des victimes du coronavirus, un élément qui avait fait bondir Jérôme Marty. Le professeur Salomon a dit hier qu'ils allaient les intégrer, donc c'est une bonne chose. Moi, j'étais intervenu en posant la question à partir de quel âge on n'est plus une personne, puisqu'en sortant en quelque sorte effectivement les gens âgés des statistiques, on les efface d'un trait de plume et on ne regarde pas de quoi ils sont décédés, et ça c'est en quelque sorte une dépersonnalisation, et ça c'est pas acceptable. C'est pour ça qu'on demande depuis déjà plusieurs jours qu'on teste, y compris d'ailleurs en post-mortem. Bon, on sait que structurellement on ne peut pas puisqu'on n'a pas ces tests pour l'instant, mais dès l'instant où on pourra le faire, il faudra le faire et au plus vite. Là encore, des annonces, mais les faits ne sont sans doute pas pour demain. Au rang des attentes, le concours des établissements privés, alors même que les hôpitaux publics croulent sous les malades. En effet, depuis plusieurs jours, les dirigeants de cliniques privées notamment rappellent qu'ils peuvent prêter main forte, une aide précieuse que le gouvernement semble négliger sans raison. On l'explique par la force de l'habitude, je dirais. L'hôpital s'occupe de l'hôpital et même en état de crise, on l'avait vu au moment du Bataclan, on oublie de faire appel au privé alors même que le privé se prépare, que le privé arrête tout ce qui est chirurgie programmée, vide ses lits de réanimation pour avoir de la place et se rendre disponible. Tout ça a été fait. Au départ, on ne pouvait pas faire appel à eux parce que leur matériel de protection avait été réquisitionné, on se retrouvait dans des blocs de réanimation avec un personnel qui n'avait strictement aucun moyen de protection. Ensuite, les protections leur ont été données, elles se sont rendues disponibles et elles ne sont toujours pas mises à contribution avec des explications qui sont un peu curieuses de la part du directeur général de la santé puisqu'il nous dit qu'on les mettra à contribution pour leur envoyer tout ce qui va en réanimation habituellement, mais qui n'est pas du domaine du Covid-19. Ce qui est curieux, c'est que les directeurs de cet établissement n'ont pas été mis au courant de cela. On a l'impression que c'est donc qu'on répond aux questions en s'adaptant aux questions du journaliste. Une adaptation permanente pour la communication alors que la crise sanitaire ne se résoudra pas avec le renfort d'une opération de communication. Et justement, en parlant d'opération communication, Emmanuel Macron a décidé d'appeler l'armée en renfort tout en tentant de se rabibocher avec le personnel soignant. Olivier Frère-Jacques fait un point pour nous. Une opération militaire pour donner le change alors que la gestion présidentielle de la crise sanitaire apparaît de plus en plus comme catastrophique. Le président joue la carte régalienne en appelant l'armée. Le but, une opération militaire d'envergure dite résilience qui s'ajoute à Sentinelle. Cette opération vise à intégrer l'armée dans la lutte sanitaire, une lutte pompeusement appelée guerre par le premier président de la Ve République dont l'expérience militaire est nulle, celui-ci ayant été dispensé de service. Annoncée mercredi soir depuis l'hôpital militaire de Mulhouse, cette mission vise à fédérer et coordonner l'ensemble des actions conduites par les armées en soutien du combat collectif contre l'épidémie. Comprendre en langage plus clair, l'armée va apporter un soutien logistique aux autorités publiques débordées, notamment en protégeant des convois de matériels médicaux en proie aux attaques du banditisme. Comme souvent dans la communication présidentielle, le coup de com' peine à cacher l'absence d'éléments concrets. Pour cela, c'est la compétence des personnes des armées qui sera sollicitée, une forme de subsidiarité par l'incompétence de la hiérarchie présidentielle qui pourrait finalement plutôt être une bonne chose. Opération militaire d'un côté, opération séduction auprès du milieu médical de l'autre. En proie à une fronde sans précédent du personnel hospitalier avant la crise sanitaire, Emmanuel Macron tente de se rabibocher avec ce segment qui lui échappe. Une opération séduction faite de compliments en cascade, mais aussi d'annonces grandiloquentes, un plan massif pour l'hôpital et des primes pour les soignants. L'intérêt soudain d'une large partie de la population pour les soignants n'a pas échappé au président qui a désormais tout intérêt à écouter les revendications de ceux-ci. Une opération séduction qui rappelle les quelques os à ronger lancés aux forces de l'ordre pendant les manifestations des Gilets jaunes qui menaçaient le pouvoir. Confinement ou pas, le quotidien des cités reste le même. Depuis 10 jours est l'appel du gouvernement à rester chez soi pour endiguer l'épidémie de coronavirus. Les banlieues à forte densité d'immigrés font de la résistance. En effet, pas question pour les habitants de ces quartiers dits difficiles d'obéir davantage aux ordres des autorités qu'en temps normal. Barbecue sur le toit des immeubles, rassemblement pour fumer la chicha, partie de cache-cache avec les voitures sérigraphiées. Tout est bon pour poursuivre les activités habituelles.
Et lorsque les forces de police tentent de mettre un terme à ces pratiques, des incidents parfois très violents éclatent. Entre les bagarres, les insultes et les crachats, nouvelle arme pendant l'épidémie, les fonctionnaires sont souvent mis en difficulté. Il faut dire que ces petits groupes bénéficient d'un traitement particulier depuis de nombreuses années et il n'y a pas de raison pour que cela change en période de confinement. En effet, selon des révélations du Canard enchaîné, le secrétaire d'État auprès du ministre de l'Intérieur, Laurent Nunez, aurait affirmé que le respect du confinement dans les banlieues n'était pas une priorité. Sauf à considérer que le gouvernement espère une hécatombe dans ces quartiers, il s'agit plutôt d'un aveu de faiblesse gouvernementale face à ces zones de non-droit. Afin d'éviter coûte que coûte l'embrasement de la cocotte minute que représentent les banlieues, les patrouilles ont reçu des consignes pour agir avec discernement. Comprendre, les laisser vaquer à leurs occupations et notamment au trafic de drogue. Même si cette activité connaît un ralentissement, confinement oblige. Les dealers continuent d'exercer aux yeux de tous, parfois même avec une queue de consommateurs dont le respect des mesures barrières ne semble pas prioritaire. Certains élus locaux tentent tout de même de pallier les défaillances et le recul de l'État. En effet, si plusieurs maires ont mis en place des couvre-feux, d'autres ont lancé un appel au secours pour obtenir des renforts de police. Des demandes restées lettres mortes. Pire, le préfet de Seine-Saint-Denis a exigé du maire d'Aubervilliers de lever l'arrêté de couvre-feu, menaçant de l'attaquer devant une juridiction administrative pour illégalité. Une façon pour l'État d'acheter une paix sociale aussi relative que précaire. Et voilà, c'était l'essentiel des informations qu'il fallait retenir depuis le début de ce confinement. Je vous donne rendez-vous à présent lundi pour de nouvelles actualités sur le coronavirus. Bonne journée et bonne soirée à tous. Portez-vous bien, prenez soin de vous et de vos proches. À demain. Bonsoir.